Allez, on démarre. Je voulais vous présenter un petit peu la conférence qu'on a donnée sur la détection d'un malware Cryptis la semaine dernière au salon de la cybersécurité à Paris. Comme on a pas mal de gens qui nous ont demandé la vidéo, je proposais de faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour expliquer, pour présenter ce qu'on a présenté sur le malware, la détection de malware par iTrust et par Revelia. Euh, c'est une conférence qui a eu lieu la semaine dernière qui vise à montrer comment le triptyque corrélation, pattern et humain et intelligence artificielle, ça fait 4 et pas 3, ont permis de détecter et de protéger une entreprise et détecter un malware. Euh, alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas iTrust, société française, éditeur de solutions en cybersécurité, leader sur l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité depuis plus de 10 ans. On développe 3 technologies. Une technologie de CIEM-UEBA qui est une technologie de détection, une technologie iCare de scan de vulnérabilité qui permet de prévenir les attaques et détecter les failles de sécurité en amont, et un EDR, Endpoint Detection Response, qui est une technologie qui va permettre de remédier. Donc on est sur 3 axes: détection, protection préventive, détection et remédiation. Société française, capitaux français, souveraine, plus de 300 clients sur l'ensemble de la France et en Europe, avec des certifications assez importantes de l'État, du ministère des Armées, de la CNIL. On travaille pour tout type d'entreprise, que ce soit des petites ou des grosses. On a 3 ministères qui utilisent nos technologies pour superviser leur cybersécurité. On a des entreprises de l'aéronautique, du spatial, des banques, des assurances, voilà, un petit peu tous les types qui font appel à nous, soit en utilisant nos produits de manière unitaire, un abonnement annuel sur le nombre d'IP qui sont supervisés ou qui sont scannés, soit sous forme managée, c'est-à-dire qu'on va faire du SOC pour ces entreprises-là et s'occuper de toute leur cybersécurité, que ce soit du SOC on-premise, du SOC en cloud, du SOC mutualisé en cloud, ou du SOC pour les partenaires qui vont pouvoir proposer leurs services managés sous forme de services sur la base de nos technologies. Ils vont proposer leur service de cybersécurité à leurs clients. Donc 4 technologies: iCare, le scanner de vulnérabilité, Revelium, Axia qui est l'EDR, et tout ça encadré par des professionnels services avec des équipes qui sont assez expérimentées. L'équipe Pentest Red Team d'iTrust est une des plus vieilles de France, puisqu'elle avait été créée en janvier 2007. Allez, on passe directement à ce qui nous intéresse, donc le Cryptis. Cryptis est un malware qui a été détecté récemment chez quelques-uns de nos clients, qui a touché pas mal d'entreprises françaises. Alors il a différents noms, mais on va garder le nom Cryptis qui est le plus simple. Un malware qui se propage, qui n'est pas détecté par les outils conventionnels, les outils de base, les antivirus, les firewalls. Lorsqu'il s'installe et lorsqu'il se propage, il n'est pas détecté. Il va sortir et voler des informations confidentielles. Et à un moment donné, il est capable de chiffrer l'ensemble des données et agir comme un ransomware. Euh, je fais un bref récapitulatif d'une chose que j'avais déjà présentée un petit peu en vidéo une fois, parce que je l'aime bien et que ça permet d'être assez pédagogue sur ce domaine-là. C'est le slide qui a été fait par le CERT néo-zélandais il y a quelques semaines, qui présente les différentes techniques d'attaque, de propagation d'un malware. Alors, ça va nous permettre d'expliquer la suite, c'est pour ça que je le présente. Vous retrouvez les techniques de phishing, réception d'un mail frauduleux qui permet au malware de s'installer sur le système d'information, qui évidemment n'est pas détecté par les antivirus et par les firewalls, et qui va par la suite se propager à l'ensemble du système d'information. Le password guessing, qui est le fait de récupérer des mots de passe et des logins d'un compte, soit par internet, soit sur des réseaux darknet, soit sur des réseaux sociaux, soit sur du test par brute force. Et à partir du moment où on va avoir le login mot de passe, on va pouvoir valider des credentials et se connecter à des services sur internet à la place de l'utilisateur, donc sur des services en SaaS, sur des services Google Apps, etc. C'est un des deuxièmes vecteurs. Le troisième vecteur qui est
qui est mon préféré évidemment, c'est l'exploitation de vulnérabilité, puisque on va utiliser une faille de sécurité connue, CVE, CVS, ou un mot de passe par défaut, ou tout type de faille qui est assez basique, des partages de répertoire, des transferts de zones DNS, des dumps de la base Active Directory qui n'est pas protégée, pour rentrer sur un système d'information. Et là, évidemment, c'est toujours intéressant de le rappeler, si il n'y a pas de faille de sécurité, il ne peut pas y avoir d'attaque technique. Il peut y avoir des attaques humaines par social engineering, mais il ne peut pas y avoir d'attaque technique. Donc, c'est évidemment un des principaux vecteurs d'attaque et de piratage. Et le quatrième, qui est le mail, mais qui revient aussi à ce qu'on disait au tout début, qui était le phishing. Donc, quatrième technique d'attaque par mail, qui va nous permettre de rentrer dans le système d'information et de se propager dans le système. Alors, ce qui est intéressant dans les slides du CERT, c'est qu'il nous explique tout l'intérêt de la défense en profondeur, qui est une doctrine qui est apparue il y a quelques années et qui remplace la doctrine de défense périmétrique. Défense périmétrique, je vous le rappelle, qui vise à protéger le système d'information par le périmètre, donc par un firewall, par un antivirus. Qui est une doctrine qui est largement dépassée aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui le firewall ne détecte plus que 3% des attaques et l'antivirus ne détecte plus que 2% des attaques. Donc évidemment ils sont indispensables et il faut les garder, mais c'est pas ça qui va permettre de se protéger contre les ransomware, les phishing, le vol de données, etc. Donc défense en profondeur, qui est une doctrine beaucoup plus adaptée aux systèmes d'information actuels, qui sont ouverts, qui sont étendus sur le travail à distance, le télétravail, les partenaires avec des systèmes d'information qui sont imbriqués et qui travaillent entre eux, entre les clients et les prestataires et les partenaires. Défense en profondeur qui va nous permettre en fait de récupérer l'ensemble des informations de cybersécurité pour protéger un système dans sa globalité. Donc l'intérêt de la défense en profondeur, c'est que si on ne détecte pas une attaque ou une intrusion à un moment donné, on va se donner la possibilité de la détecter petit à petit plus tard par des signaux faibles ou par d'autres alertes qui vont remonter. Donc c'est ce qui est exposé dans le document du CERT néo-zélandais qui a une grande vertu pédagogique et très simpliste, mais très pertinente. C'est que vous allez pouvoir détecter des intrusions, notamment par, alors ce qui est marqué en bleu, par le web injection, c'est-à-dire la capacité à détecter des commandes. Une fois que le malware est rentré, il va se propager, donc on va détecter la web injection, on va détecter des attaques sur les serveurs web, des attaques sur d'autres serveurs, on va détecter des scans réseau. Alors tout ça, on ne peut le faire que si on a toutes les informations de l'ensemble du système d'information qui sont corrélées, agrégées en centrale, pour être corrélées et pour avoir une vision centrale comme une tour de contrôle dans l'ensemble du système d'information. Le command and control, qui est un élément assez important évidemment, puisque c'est là que le malware va pouvoir communiquer avec l'extérieur et télécharger des nouvelles charges virales, ou alors communiquer avec son central, ce qu'on appelle le maître zombie, pour savoir ce qu'il doit faire. Donc il va dire, je suis rentré dans telle société, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois chiffrer les données et me comporter comme un ransomware, ou est-ce que je dois me propager et récupérer les informations sensibles? Donc déjà, c'est une technique de communication qui est le domaine généré par algorithmie, qui est l'utilisation d'un URL frauduleux, je l'expliquerai tout à l'heure, qui va permettre de communiquer avec un central sur un canal de communication sur lequel se sont d'abord mis d'accord le maître zombie et le malware. Évidemment, on va avoir des mouvements latéraux, on va avoir des escalations de privilèges, des escalades de privilèges. Donc c'est un utilisateur standard qui devient administrateur root de l'ensemble du parc. Donc des attaques sur l'Active Directory évidemment. Et puis après, pour mener à des impacts qui sont l'exfiltration de données, la destruction des backups ou le chiffrement des données pour demander une rançon. Donc ça, c'est le principe fondamental de tous les malwares, et on voit bien l'intérêt dans ce type de présentation en fait de la défense en profondeur. C'est-à-dire le fait, je répète, de récupérer les informations à tout niveau de l'entreprise pour qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à détecter, on soit capable de détecter par la suite sur d'autres éléments d'alerte. Alors ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement de Cryptis. Cryptis qui est le malware qui est rentré sur le système d'information de certains de nos clients et sur l'ensemble de pas mal d'entreprises en France. Qui est toujours à l'œuvre et qui tourne encore dans certaines entreprises, et la plupart ne le savent pas forcément. Alors,
Ce qui nous intéresse, j'ai mis en coloré, en encadré rouge les techniques d'attaque qui sont utilisées par Cryptis et les tactiques qui correspondent aux techniques Mitre, de la base Mitre, qui référence l'ensemble des techniques d'attaque au niveau mondial. Donc c'est un référentiel qui est super intéressant pour arriver aussi à faire de la corrélation et puis pour donner des éléments assez objectifs de nos travaux de défense qui sont utilisés par les Blue Teams qui sont les équipes de défense et de détection. En haut à gauche, vous avez le processus standard ce qu'on appelle une kill chain, c'est-à-dire le fonctionnement normal d'un malware avec toutes les étapes d'attaque. En bleu, les 3 phases de détection qu'on a utilisées pour détecter Cryptis, et puis en dessous, le fait que le virus, le malware se propage. Alors, le malware rentre dans le système d'information à l'origine par une technique de phishing classique, et puis va se propager dans l'ensemble du système d'information. L'exécutable ou le fichier n'est pas détecté par les outils conventionnels et va se propager. Donc la première alerte qu'on va utiliser, qui nous a permis de le détecter, c'est on va travailler sur la première alerte sur la détection par pattern, c'est-à-dire le fait que le malware utilise une communication avec l'extérieur sur des IP qui sont considérés comme étant des IP dangereuses qui font partie du réseau Tor, donc du réseau Darknet. Ça, on va le détecter sur les log firewall. À partir des log firewall, on va détecter qu'il y a une machine qui est en train de communiquer de manière anormale grâce à Revelium qui travaille sur l'analyse des logs firewall. Alors ça c'est intéressant, mais on ne va pas le remonter de suite comme une alerte parce qu'on a beaucoup de types de ce comportement-là sur les systèmes d'information. Ça générerait trop de faux positifs et trop de bruit. On va pas, et je l'expliquerai par la suite, on ne va pas le remonter. La deuxième alerte qui intervient quelques minutes après, c'est le fait de faire de la corrélation sur une machine qui est en train de communiquer sur des IP dangereuses, on l'a vu tout à l'heure, mais qui en plus utilise des ports de communication qui sont anormaux. Donc là, pour le coup, Cryptis, on a détecté qu'il utilisait des ports assez dangereux, qui sont connus comme étant dangereux sur le système d'information. On a donc remonté une alerte, mais encore une fois, on ne va pas forcément la remonter au client dans le cadre d'un SOC managé, parce qu'on en a beaucoup de ce type-là, on a beaucoup de menaces, et on ne va pas forcément ça génère beaucoup de bruit et c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sous surveillance, c'est-à-dire qu'on le garde en RAM comme étant un comportement anormal et on va vérifier et attendre de voir si ça se confirme dans les minutes ou les heures qui suivent ou les jours qui suivent pour savoir si c'est un vrai événement dangereux. Donc pendant ce temps, le malware ne s'est pas beaucoup propagé parce que ce sont des techniques d'attaque qui sont assez lentes volontairement pour passer en dessous des écrans radars. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la troisième capacité de détection qu'on a eue. C'est à partir de Revelium, on a détecté, grâce au machine learning, à l'intelligence artificielle, l'utilisation d'un URL malicieux qui est un DGA. Entre la machine et son maître zombie, j'en parlais tout à l'heure. Et là, on a détecté, par analyse d'entropie sur le lien URL, on a détecté un lien qui était anormal. Alors là, ça commence à nous intéresser parce qu'on a 3 phases d'alerte qui sont enchevêtrées, liées les unes aux autres, qui peuvent s'apparenter à une kill chain. Et c'est là qu'on va remonter une menace importante, je vais en parler tout à l'heure, et mettre en quarantaine le poste. Donc de suite, il y a plusieurs actions. Soit humainement, on met en quarantaine le poste si le client le confirme la dangerosité. Soit on va utiliser des respondeurs sur Revelium qui sont créés en amont de la phase de build du SOC qui sont des répondeurs automatiques auxquels va faire appel à Revelium pour aller configurer un firewall, un VLAN ou un Active Directory en disant si telle action et telle menace se produit, j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton pour dire au firewall tu bloques cette adresse IP là et tu la mets en quarantaine. Et troisième possibilité, c'est si le client a un EDR, un Endpoint Detection and Response. Là, pour le coup, on va pouvoir se connecter à l'EDR et de suite bloquer l'utilisateur ou bloquer le process dangereux. Donc l'attaque a été bloquée en 2 heures, a permis de circonscrire l'événement et d'empêcher la propagation de l'attaque. Alors la première chose qu'on a eue sur la phase 1, c'est en fait une alerte Revelium SIEM, donc basé sur des patterns assez classiques, sur une communication vers le Darknet, avec les IP concernés, etc. Donc l'analyste du client, d'iTrust ou du partenaire peut analyser ça, le qualifier. Là, pour le coup, c'est une alerte qu'on n'a pas remontée comme étant importante,
Donc elle est restée en RAM, je vous dis encore une fois parce que, et je vais l'expliquer tout à l'heure, encore une fois parce que il peut y en avoir beaucoup dans l'entreprise qui peuvent générer pas mal de bruit et de faux positifs. Là, j'ai pas mis l'exemple exact parce que je ne sais pas si vous avez vu, il a été considéré comme étant faux positif. J'ai pas mis l'exemple exact parce que on ne pouvait pas montrer les impressions d'écran des clients qui avaient été touchés, donc on a fait un mix de plusieurs impressions d'écran. La phase 2 qui nous a intéressé, c'était la corrélation. Donc la première phase, on est basé sur des patterns ou sur la threat intelligence, donc notamment toute la partie threat intelligence de Revelium qui a dit attention, il y a des IP dangereuses qui sont en train de communiquer avec le système d'information. La phase 2, c'est la communication sur des ports dangereux. Donc là, on fait de la corrélation. Alors j'ai mis un petit exemple du moteur, de la règle de corrélation qu'il y a dans notre moteur de corrélation, qui est assez simple, pour bien comprendre que là, on fait rentrer en ligne de compte la partie moteur de corrélation. Le troisième qui nous intéresse, c'est une alerte machine learning qu'on a directement dans l'interface de Revelium, scorée à 48, et je l'expliquerai tout à l'heure, qui va détecter alors tout ce qui est en bas, là, le domaine, le P25433.eckbmph.com. C'est justement ça qui est détecté par le machine learning comme étant une URL malicieuse sur lequel il risque d'y avoir une communication DGA, c'est-à-dire domaine généré par l'algorithme. Ça, c'est une analyse d'entropie qui est faite par le machine learning et qui permet de scorer une alerte ou une menace à un niveau 48, avec une probabilité qui est donnée par l'algorithme mathématique. Ça, c'est la grande force d'iTrust sur Revelium, c'est d'utiliser une dizaine d'algorithmes mathématiques pour détecter des choses que personne ne détecte, ce qui nous permet aujourd'hui de justifier en fait d'avoir 100% de détection sur l'ensemble de nos clients et sur l'ensemble de la protection de nos clients. Et à droite, vous avez en fait une partie de l'interface de Revelium qui positionne des menaces scorées de 0 à 100 avec toutes les techniques d'attaque utilisées autour pour bien identifier l'ensemble des alertes qui permettent de générer une menace de 0 à 100. Et l'enjeu, ça va être quoi? Ça va être de scorer. La grande force aujourd'hui et des années qui arrivent en termes de cybersécurité, c'est ça. Alors évidemment, c'est notre magic sauce, iTrust, donc on n'en parle pas trop, mais l'enjeu, c'est pas... l'enjeu évidemment consiste à détecter, puisqu'aujourd'hui on a des outils pour protéger, pour parer une attaque et pour la remédier. Par contre, la grosse difficulté, c'est de détecter une attaque. On a énormément de clients ou d'entreprises qui sont en phase d'incapacité à détecter. Donc l'enjeu vraiment, c'est d'arriver à combler le gap entre l'attaque et la défense en utilisant notamment l'intelligence artificielle. Alors pour résumer l'ensemble du processus qui a eu lieu, c'est qu'on va avoir, on liste des alertes en triangle orange, on liste des menaces en rond rouge. Les menaces sont souvent des alertes avérées ou qualifiées, en tout cas qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Vous avez deux catégories dans le schéma, une qui est en bas qui s'appelle la dark zone pour analyste et en haut la green zone. Qui est la good comfort zone, qui correspond en fait en haut aux capacités d'un analyste SOC à pouvoir traiter des alertes et des menaces. En dessous, il est incapable de le faire parce qu'il y a beaucoup trop de faux positifs. Et c'est le gros problème qu'on a sur les SOC actuels, c'est que vous avez des SOC qui ne détectent absolument rien ou qui sont incapables de réagir par rapport à une détection ou une attaque parce que les analystes sont saturés d'informations, ont trop de faux positifs, ont trop de bruit ambiant. Donc l'objectif avec Revelium, ça va être de scorer et de pouvoir remonter sur des zones qui sont des zones de confort pour l'analyste dans lesquelles il va bien pouvoir faire son travail et apporter une vraie valeur ajoutée aux clients. Donc ce qui nous intéresse, c'est de dire à partir du moment où l'infection a eu lieu, vous allez retrouver les trois phases de détection qu'on a eues. La première phase qui est scorée à 20, c'est-à-dire qu'on remonte une alerte de niveau 20 sur la base de certaines techniques, je les ai notées TA002, pour faire donc première phase détection par pattern. Deuxième phase qui est notée abnormale pour communication, qui est basé sur de la corrélation par le moteur de corrélation de Revelium. Le premier était, je ne l'ai pas dit, basé sur la base de détection de la threat intelligence. L'ensemble de ces deux alertes va remonter une menace scorée 20, mais qui est sous surveillance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, j'ai noté 20S comme surveillance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas indiquée au client ou à l'équipe SOC. Elle est juste considérée comme étant sous surveillance parce qu'elle reste dans la RAM. On considère que ça peut être quelque chose de grave, donc on va le mettre sous surveillance. Et la troisième, alors des alertes comme ça, vous pouvez en avoir beaucoup, 200, 300 dans la journée, sur des groupes, sur des entreprises de taille intermédiaire.
Et ce qui va nous intéresser, c'est la troisième phase où là, le machine learning UEBA, ce qu'on appelle Revelium UEBA, va détecter le fameux DGA, la communication avec l'extérieur. Revelium va le scorer à 48. Par contre, le fait d'avoir eu le DGA plus en amont le malware behavior scoré à 20, de suite, il va considérer que c'est une attaque, que c'est une menace importante de type 100, de 0 à 100, scoré à 100 au maximum, qu'il faut absolument contrer. Donc c'est ce que montre le schéma, c'est que la corrélation va se faire sur le 20, S et 48 pour arriver à un score de 100. Alors, et c'est là qu'on détecte le malware. Alors on ne sait pas ce que c'est évidemment, on le détecte, on le met en quarantaine, et puis par la suite on va l'analyser quand on fait du SOC niveau 2 ou aussi SOC niveau 3 avec du forensic. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on va le mettre en quarantaine. J'ai dit tout à l'heure comment on faisait. Soit humainement, l'administrateur prend la main pour bloquer la machine, soit un responder sur Revelium, soit l'utilisation de l'EDR pour remédier et bloquer l'utilisateur ou le process. Alors, conclusion, évidemment, l'attaque a pu être parée. Le client nous a estimé l'évitement d'une perte de 500 000 euros en perte directe. Après, évidemment, il y avait l'impact potentiel des données volées, des coûts indirects de l'attaque, donc qui aurait pu être bien plus important. En fait, ce que montre cette attaque, elle est très intéressante parce qu'elle montre une attaque moderne de type malware, ransomware, CryptoLocker, même si la partie ransomware n'a pas été activée, qui met en évidence une chose fondamentale qui est le principe de défense en profondeur et le principe de l'utilisation des différentes données qui viennent de l'ensemble du système d'information. Les logs du firewall, les logs et j'en reparlerai dans les derniers slides, les logs de l'Active Directory, les logs du proxy, les logs du DNS. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir aujourd'hui une bonne détection et une bonne protection que si on a le kit de base qui correspond aux data qu'on va analyser de différentes sources qu'on connaît bien nous chez iTrust, mais qui vont nous permettre de détecter ce type d'attaque et la contrer le plus tôt possible avant qu'il n'y ait une action du ransomware ou du malware. On voit évidemment le gros intérêt de l'intelligence artificielle parce qu'en fait ça nous permet de passer de 500, en moyenne, c'est 300 à 500 alertes à traiter par des ingénieurs SOC à uniquement 3 menaces. On passe de 500 alertes à 3 menaces, ce qui permet de suite d'être dans une zone de confort pour les équipes SOC et puis de suite d'avoir une capacité de détection très rapide. C'est ça la force aujourd'hui des outils qui embarquent à la fois l'intelligence artificielle, de la threat intelligence, de la corrélation et de l'humain. Et l'utilisation de la matrice MITRE, alors ça on pourra en parler dans d'autres conférences, mais l'utilisation de la matrice MITRE, c'est ce qui nous permet notamment d'avoir de faire la corrélation intertechnique et intertactique sur des kill chains. Il faut comprendre que l'ensemble les meilleures détections se font sur un ensemble de moteurs qui vont être utilisés les uns avec les autres. Donc je parlerai du moteur de corrélation basé sur les techniques une autre fois, mais voilà, c'est des choses qui sont importantes pour avoir différents moteurs qui vont agréger la menace avec un score de priorisation. Alors je reprends l'ensemble de ce qu'on a vu là sur cette mini-conférence. J'ai remis les tactiques d'attaque utilisées par l'attaque, donc selon les tactiques et les techniques MITRE, selon les différentes phases verticales qu'a eu le ransomware, donc l'infection de la machine de travail, l'escalade de privilèges au niveau des comptes Windows, la propagation dans le système d'information, la communication CNC, ce qu'on a appelé tout à l'heure le DGA, on appelle ça une communication CNC avec un centre de commande. Le data stolen, c'est le fait d'avoir volé une donnée ou d'avoir chiffré le système d'information. Alors, les techniques de détection qui ont été utilisées en ligne 4, c'est la détection de port Tor, donc notamment on utilise la ligne au-dessous, le moteur de Threat Intelligence de Revelium, qui est connecté avec une cinquantaine de CERT, qui a plus de 4 millions d'IOC dans sa base, pour détecter des anomalies. Sur l'escalation de privilèges, on va utiliser des techniques d'alerte classiques. Là, ce qu'on a utilisé, c'est notamment une corrélation, alors c'est la colonne 3, on utilise la corrélation du SIEM pour détecter une communication sur un port anormal sur un nœud de communication Tor. La quatrième colonne, on utilise l'intelligence artificielle, alors notamment basée sur les logs DNS. Donc vous voyez bien qu'on a utilisé les logs Firewall, les logs Windows, les logs DNS.
Et 3, 4, 5, la cinquième colonne, c'est dans le cas où une donnée serait volée, là ça n'a pas été le cas, mais on serait capable de la détecter, notamment sur les logs proxy et firewall, par de l'intelligence artificielle sur des communications firewall. Et on a mis en bas l'ensemble des alertes et des threads qui sont remontés, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 500 alertes, encore une fois, on va se retrouver qu'avec 1, 2, 3 menaces à traiter, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et on a comparé ça avec d'autres techniques de protection, un type antivirus, firewall et d'autres techniques plutôt legacy, qui évidemment n'avaient jamais détecté, n'avaient détecté à aucun moment ces différentes techniques d'attaque, et d'autres SOC ou d'autres techniques comme le XDR qui étaient limitées. Alors d'une part, colonne 2 et en rose, le fait d'avoir beaucoup trop de logs à traiter avec beaucoup trop de faux positifs. Donc c'est le problème qu'ont les SOC actuels, c'est si on utilise uniquement des techniques de threat intelligence et de corrélation, on est submergé par les alertes. Et puis et si on comparait aussi avec des techniques de type NDR, c'est-à-dire d'analyse réseau avec des sondes qui analysent le réseau, elles sont limitées aussi puisqu'elles ne vont pas traiter tous les flux. Alors déjà, ils ne vont pas traiter tous les flux parce qu'il y a des débits qui sont trop importants, donc les moteurs de détection ne sont pas capables de détecter 100% des paquets et des attaques. Et deuxièmement, c'est souvent des flux chiffrés, donc on se retrouve à ne pouvoir rien analyser puisque c'est des flux qui sont de plus en plus en port 443. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous ai donné un petit peu les conclusions qui sont le fondement même du travail d'Itrust depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le fait qu'on considère la cybersécurité comme de la défense en profondeur en ayant le maximum de logs pertinents dans l'ensemble du système d'information, en utilisant l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres moteurs de corrélation, moteurs de threat intelligence, moteurs d'intelligence artificielle pour corrélation probabiliste, pour arriver à mêler l'ensemble de ces moteurs, pour non pas faire de la détection d'alerte et de menaces, mais faire du scoring de menaces, qui est ce qu'on appelle aussi du threat hunting en fait, qui est la capacité à rendre un très bon service de qualité au client et en étant sûr de pouvoir le protéger autour des 99%, en tout cas factuellement aujourd'hui c'est le cas. Les questions que j'avais quand on a donné la conférence étaient assez diverses et intéressantes. J'ai essayé de les synthétiser dans ce que j'ai dit. Un des points qui revenait souvent, c'est que les gens posaient des questions justement sur l'interaction de tous ces moteurs-là pour arriver à avoir une meilleure détection. On avait pas mal de questions sur le fait de garder sous surveillance un certain laps de temps les techniques et les alertes qui étaient remontées sur une IP ou sur un user. Effectivement, parce que si c'est des attaques qui sont très très lentes et assez vicieuses, on a la nécessité de regarder ça sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, non pas sur une seule journée. Donc ce qu'on fait nous, c'est que pour éviter ce genre de choses, on va enregistrer dans la base l'historique de ces alertes pour être capable de dire quand une IP, au bout de plusieurs mois, a un comportement par exemple anormal d'un utilisateur, de suite on sait en scoring qu'elle avait par le passé, il y a 3-4 mois, déjà atteint un score de 20 ou 40 en alerte, ce qui permet de rehausser de suite le scoring en prenant en compte le passé de l'IP ou de la machine. Donc au lieu d'avoir un scoring à 40, on va de suite dire, bah, attends, aujourd'hui elle est à 40, sauf qu'il y a plusieurs mois elle était déjà à 20 ou 30 parce qu'il s'était passé des choses anormales dessus. On peut estimer qu'il y a eu une propagation malware assez lente, et donc on va la passer à 60 de suite pour être traité ou être assez proche du traitement par les analystes. Voilà, je vous remercie tous. J'ai essayé de faire simple et rapide, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc à très bientôt pour de nouvelles conférences sur la cybersécurité avec de l'intelligence artificielle. Bonne journée.